Notre histoire commence à la fin de 1942, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler en Allemagne, selon lesquelles l'armée rouge avait encerclé la 6e armée du général Paulus à Stalingrad. Les gens, habitués aux grandes victoires de leurs soldats, avaient du mal à admettre que la plus grande formation de la Wehrmacht était condamnée. Joseph Goebbels a annoncé un Noël allemand, peint dans l'austérité et la détermination idéologique. 2 ans plus tard, les Berlinois avaient peu à célébrer à Noël de 1944. Les bombardements avaient réduit une grande partie de la capitale en décombres. Les gens étaient épuisés par les rations rares et le stress. Ce qui semblait être des blagues macabres innocentes était devenu un humour noir. Une blague disait « Sois pratique, offre un cercueil ». Des messages étaient écrits sur les murs des bâtiments effondrés pour dire aux membres de la famille qu'ils étaient ailleurs. Au-dessus d'eux, les avis du parti nazi avertissaient « Les pillards seront punis de mort ». Les bombardements étaient si fréquents que les Berlinois passaient plus de temps dans les caves et les abris que dans leurs propres lits. Les abris, éclairés par des lumières bleues, étaient claustrophobiques. Les gens se serraient les uns contre les autres, vêtus de leurs vêtements les plus chauds, portant de petites valises en carton avec des sandwichs et des thermos. Les plafonds étaient peints avec de la peinture luminescente pour lorsque les lumières s'éteignaient. Berlin n'avait pas assez d'abris pour sa population de 3 millions, donc il devenait surpeuplé. Les initiales LSR pour Luftschutzraum ou abri anti-aérien se disaient signifier Lernt schnell Russisch, apprend rapidement le russe. La plupart des Berlinois avaient cessé de dire Heil Hitler et à la place, ils se saluaient avec Bleib übrig, survie. Les Berlinois craignaient les envahisseurs de l'Est. La propagande de Goebbels mentionnait à plusieurs reprises les atrocités de Nemmersdorf, où les troupes de l'armée rouge avaient violé et tué des centaines d'habitants. Leur peur était immense, car l'arrivée semblait inévitable. L'offensive des Ardennes en décembre de 1944 a quelque peu ravivé le moral de la population allemande. Ils croyaient aux fureurs et aux armes miracles, pensant qu'ils pouvaient maintenir le monde en otage. Cependant, le haut commandement ne partageait pas cet enthousiasme. Les officiers de l'état-major craignaient à juste titre que l'offensive à l'ouest ne diminue le front de l'Est à un moment décisif. Cependant, Hitler était obsédé par l'idée de renverser la situation de la guerre et de forcer les Alliés à conclure un accord. Il a rejeté toute approche vers l'Union soviétique. Guderian a averti Hitler de l'accumulation de l'armée rouge pour une offensive massive. Hitler a rejeté les estimations, convaincu que les divisions soviétiques étaient faibles. Hitler a obstinément maintenu son attention sur l'Ouest, malgré la menace imminente à l'Est. Le 13 janvier de 1945, le général Ivan Danilovitch Cherniakhovski a lancé une attaque massive en Prusse orientale. Avant de passer à l'offensive, on a dit aux troupes soviétiques qu'elles entraient dans l'antre de la bête fasciste. Bien que les Allemands aient montré une résistance remarquable, au 24 janvier, les forces soviétiques étaient aux portes de Königsberg, la capitale de la Prusse orientale. Au sud, les troupes du maréchal Konstantin Rokossovski ont attaqué le 14 janvier, dans le but de couper la Prusse orientale. La première nuit, le général allemand Georg Hans Reinhardt a averti Hitler de la menace, mais il a été ignoré. Les Soviétiques ont surpris les Allemands, ce qui a conduit à des avancées rapides. Le Gauleiter Erich Koch, un dirigeant régional du parti nazi responsable de la Prusse orientale, a refusé d'évacuer les civils et s'est mal coordonné avec l'armée. De plus, il a envoyé par erreur des trains de réfugiés vers des zones capturées, ce qui a ajouté au chaos. Mais lorsque les Soviétiques se sont approchés de son quartier général, Koch a fui, laissant les civils seuls pour affronter l'armée rouge. Beaucoup ont tenté d'échapper aux troupes envahissantes, mais la neige et les températures glaciales ont conduit à des résultats tragiques. Dans un village, le NKVD a trouvé 100 cadavres civils dans la neige, victimes d'une marche de la mort. Les corps étaient ceux de femmes avec des étoiles à 6 branches sur leurs vêtements, tuées à bout portant. L'armée rouge avançante commettait une violence généralisée contre les civils, y compris des viols et des pillages. Les soldats soviétiques voyaient les Allemands comme des cibles de vengeance en raison des atrocités nazies en Union soviétique. Les commandants soviétiques ont fait des efforts pour contrôler les troupes, mais ces efforts ont eu peu d'effet.
Les soldats ont été surpris par la richesse et l'ordre qu'ils ont trouvé dans les foyers allemands. Cela a conduit à de la jalousie, de la colère et de la destruction. Les officiers politiques et les censeurs du NKVD ont tenté de contrôler le récit, mais les actions des soldats étaient difficiles à gérer. Les soldats ont pillé des foyers, pris des objets de valeur et, souvent, détruit ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Le NKVD a rapporté une destruction généralisée et une migration massive de civils allemands. Entre janvier et mi-février de 1945, près de 8,5 millions d'Allemands ont fui leur foyer. L'avance de l'armée rouge en Prusse orientale a signifié la destruction complète d'une région profondément liée à la culture et à l'histoire allemande. Les horreurs de la guerre étaient évidentes dans chaque village et ville traversé par l'armée rouge. Pour les soldats soviétiques, les choses étaient assez simples. La guerre s'était simplement déplacée de l'Union soviétique aux foyers allemands. Ce qui s'était passé en Russie, en Biélorussie et en Ukraine se produisait maintenant sur le sol allemand. À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest, ils trouvaient des terres dévastées par les forces allemandes. Ils avaient vu les horreurs de l'occupation allemande et étaient déterminés à faire payer les Allemands pour cela. À la fin de janvier, Berlin était en chaos. Il y avait des avertissements de bombardements aériens chaque nuit. Les réfugiés qui continuaient d'arriver en ville racontaient des histoires terribles sur l'armée rouge. La Hongrie, alliée de l'Allemagne, était maintenant du côté de l'Union soviétique. Des rumeurs circulaient que le front de l'Est s'effondrait. Les travailleurs des chemins de fer connaissaient mieux les progrès de l'ennemi que l'état-major. De nombreux Allemands écoutèrent secrètement la BBC pour obtenir des nouvelles réelles. Malgré les risques, ils cherchaient la vérité sur la guerre. Certains Allemands espéraient que les Soviétiques ne feraient de mal qu'aux officiers et aux SS. Les transports en commun fonctionnaient encore, et les gens se battaient pour aller au travail. Dormir plus près du travail devenait courant. Les Berlinois se préparaient à l'arrivée de membres de la famille et d'amis dont les maisons avaient été bombardées. Ceux qui avaient des connexions tentaient de fuir la capitale. Goebbels a déclaré que quitter Berlin sans permission était une désertion. Les exécutions par les SS ont augmenté sous les ordres de Himmler. Le 23 janvier, des membres de la résistance liés au complot de juillet ont été exécutés. Le slogan de Goebbels « Nous gagnerons parce que nous devons gagner » ne convainquait pas grand monde. Hitler était rarement vu et semblait fragile et sénile. Les officiers qui visitaient la chancellerie du Reich assistaient à des changements dramatiques dans son apparence et son comportement. Le dirigeant autrefois puissant semblait maintenant un vieillard. Hitler se méfiait de tout le monde autour de lui. Pendant ce temps, le premier front ukrainien du maréchal Ivan Konev avançait rapidement, capturant Cracovie et Radom. La 17e armée allemande s'est enfuie vers la rivière Oder. Le premier front biélorusse du maréchal Georgi Zhukov se dirigeait rapidement vers Berlin. Staline a ordonné à Zhukov d'attendre les forces de Rokossovski. Zhukov a argumenté contre le retard de l'avance. SS Forces ont avancé à travers le Wartheland, rencontrant peu de résistance allemande. Le désir de vengeance des Polonais était féroce. Les forces soviétiques ont traité les civils allemands avec dureté. Le 23 février, Poznan est tombé aux mains des chars soviétiques et la bataille se rapprochait de Berlin. Les troupes soviétiques sont arrivées à la rivière Oder, formant des têtes de pont près de Kustrin. Les forces allemandes ont été surprises par l'avance rapide des soviétiques et n'ont pas pu préparer une défense adéquate. Il ne restait que quelques semaines avant que la botte soviétique n'entre dans la capitale nazie. La chute de Berlin, une capitale en cendres, le 20 avril de 1945, le 56e anniversaire d'Adolf Hitler a été célébré avec des feux d'artifice préparés par les artilleurs du premier front biélorusse soviétique. Ce jour-là, ils ont commencé à bombarder Berlin et n'ont pas arrêté jusqu'à la chute de la ville. 3 jours plus tard, un journal soviétique a annoncé que leurs soldats étaient dans les rues de Berlin. Ce matin-là, les nazis ont annoncé la décision de Hitler de rester à Berlin, donnant ainsi à la bataille une importance européenne. Pour les civils berlinois, ces questions idéologiques faisaient peu de différence. La survie était la seule chose qui comptait sous les bombardements. L'un des plus grands abris de Berlin était le bunker d'Anhalter-Bahnhof, à côté de la gare principale. Cette structure en acier et en béton avait 3 étages au-dessus du sol et 2 en dessous. Ce mur avait 4,5 mètres d'épaisseur. Les conditions dans le bunker sont devenues terribles,
avec jusqu'à 12 000 personnes entassées dans 3 600 mètres carrés. La foule était si dense qu'il était impossible d'atteindre les toilettes. Une femme est restée 6 jours sur la même marche. Dans de telles conditions, l'hygiène est devenue un problème majeur, mais avec l'approvisionnement en eau coupée, l'eau potable était une priorité plus importante. Il y avait une pompe à l'extérieur de la gare, et les jeunes filles près de l'entrée risquaient leur vie pour obtenir un peu d'eau. Ceux qui revenaient vivants étaient très appréciés par ceux qui étaient trop faibles ou effrayés pour la chercher eux-mêmes. Le moral parmi les soldats allemands n'était pas meilleur. Même les plus déterminés semblèrent maintenant faibles et effrayés. Des officiers et des soldats allemands ont commencé à apparaître dans des cachettes vêtues de vêtements civils. La désertion semblait naturelle pour beaucoup. L'arrivée de l'ennemi a particulièrement touché les jeunes soldats qui étaient désespérés de perdre leur virginité. Les filles, craignant d'être violées par des soldats soviétiques, préféraient se donner d'abord aux garçons allemands. Le chaos a conduit à une augmentation des activités sexuelles dans les sous-sols sombres et les bunkers. Un journaliste norvégien a observé des garçons et des filles en uniforme se livrant à leurs impulsions dans une recherche frénétique de plaisir, bien que cela ait ignoré la peur des filles face au viol. Une autre preuve du chaos dans lequel la ville est tombée est l'image de personnes accumulant massivement des provisions. Gerda Peterson, une jeune secrétaire, a rejoint une bande de femmes qui pillaient un chariot de rations de la Luftwaffe. Lorsque des avions russes ont attaqué, mitraillant avec des tirs de mitrailleuses, Gerda s'est glissée sous un chariot pour se protéger. Elle a vu une femme qui portait du papier toilette se faire tuer et a pensé à quel point il était terrible de mourir ainsi. Lorsque l'alimentation électrique a échoué, la rumeur est devenue la principale source de nouvelles. Les fausses histoires se propageaient rapidement. La propagande nazie, appelant à la résistance jusqu'à la mort, a été remplacée par des tracts soviétiques disant aux soldats allemands qu'il était inutile de continuer à se battre. Ces tracts étaient efficaces, et de nombreux soldats allemands les montraient à leurs capteurs soviétiques en se rendant. Les propagandistes soviétiques ont également lancé des tracts destinés aux femmes de Berlin, leur assurant qu'elles ne seraient pas blessées et les exhortant à persuader les soldats allemands de se rendre. Cependant, les Berlinois craignaient à juste titre un avenir complètement différent. Ils étaient désespérés et chaotiques, en particulier les femmes et les jeunes qui faisaient face à la menace du viol. L'espoir d'un miracle pour les sauver d'un tel destin s'était évanoui. Dans cet état, la ville de Berlin a accueilli les troupes soviétiques, qui avançaient depuis l'Est et le Sud-Est. À la tête de la défense de Berlin se trouvait le général Helmut Weidling, avec environ 45 000 troupes, y compris la Wehrmacht, les SS et le mal formé Volkssturm. Il faisait face à 1,5 million de troupes soviétiques. Au fur et à mesure que les soviétiques approchaient, les défenseurs se battèrent férocement, mais ils étaient largement en infériorité numérique. Alors que la bataille de Berlin faisait rage, Hitler restait dans son bunker, délirant sur un changement de fortune. L'un de ses derniers ordres fut de détruire l'infrastructure de la ville et tous ceux qui pourraient être utiles aux soviétiques. Des ponts ont été démolis, ainsi que des approvisionnements alimentaires. Des stations de métro ont été inondées, entraînant la mort de milliers de civils qui s'y étaient réfugiés. La ville était en chaos alors que les forces soviétiques avançaient de plus en plus dans Berlin. Chaque jour qui passait, elle trouvait peu de résistance de la part des défenseurs épuisés et en infériorité numérique. La ville autrefois fière s'effondrait. Les bâtiments étaient détruits et les rues étaient remplies de décombres et de cadavres. Les dernières défenses des soldats étaient courageuses, mais finalement inutiles. Tôt le matin du 2 mai, les troupes soviétiques ont capturé la chancellerie du Reich. Ce même jour, le célèbre drapeau rouge de l'Union soviétique a été hissé sur le Reichstag. Berlin, le cœur de l'Allemagne nazie, est tombé aux mains des soviétiques, marquant la fin du Troisième Reich. Pour les soldats soviétiques, la chute de Berlin a été un moment de joie immense. La guerre était terminée et la victoire était entre leurs mains. Cependant, les célébrations de la victoire se sont rapidement transformées en chaos. Enthousiasmés par leur succès, les soldats soviétiques sont devenus assez agressifs. La discipline s'est brisée parmi les troupes et les hommes ont commencé à piller et à commettre des actes de violence. La consommation excessive d'alcool parmi les troupes est devenue courante, avec des soldats consommant des quantités anormalement grandes d'alcool. Les commissaires politiques ont tenté de contrôler l'armée ivre,
mais c'était impossible. Les célébrations, qui comprenaient des chants, des danses et des beuveries excessives, ont conduit à un désordre encore plus grand. Les soldats ont fait irruption dans des appartements à la recherche de nourriture, d'alcool et d'objets de valeur. Dans de nombreux CA, les soldats soviétiques attaquaient des maisons et tuaient leurs occupants, même lorsqu'ils tentaient de se rendre. Certains soldats allemands et membres de la Volkssturm brandissaient des drapeaux blancs, mais ils étaient quand même abattus. La situation s'est aggravée à mesure que les jours passaient et la violence semblait sans fin. Il convient de mentionner qu'il y a eu des soldats qui se sont comportés de manière décente. Un détachement de sapeurs est entré dans un appartement et, en trouvant une femme malade, lui a donné de la nourriture et est parti. Cependant, le traitement général des Berlinois était brutal, au-delà des limites de la décence commune. Bien que la guerre soit terminée, les citoyens de Berlin et d'Allemagne allaient encore souffrir, en particulier les femmes. Une représaille brutale. Les horreurs de l'occupation de Berlin. Pour les soldats de l'armée rouge qui ont envahi l'Allemagne depuis l'Est, des panneaux de signalisation étaient dispersés partout à la frontière, les incitant à ne montrer aucune pitié envers les Allemands. Soldats, tu es en Allemagne, venge-toi des Hitlériens. Avec un tel ordre en tête, il n'est pas surprenant que les Soviétiques n'aient montré aucun remords envers la population allemande, y compris les plus vulnérables, les femmes. Les soldats de l'armée rouge les voyaient comme faisant partie de leur vengeance. Et quelle vengeance ce fut! Après la chute de Berlin, les 2 ou 3 premiers jours de l'occupation furent relativement pacifiques pour ces citoyens, car les soldats soviétiques étaient trop occupés à poursuivre les troupes allemandes en retraite pour causer beaucoup de dégâts à la population civile. En fait, les civils prirent peu de précautions en pillant les centres de stockage alimentaire et en cherchant du combustible. Mais à partir du 4e jour, cela s'interrompit. Une chaîne ininterrompue de pillages et de viols commença. Les Soviétiques ont violé des femmes de tous âges, des petites filles aux femmes âgées. Ils ne se souciaient pas de savoir si les femmes étaient nazies ou non. Le fait que la majorité des soldats étaient ivres a aggravé la violence. Les soldats ne cherchèrent pas d'endroits privés pour commettre leurs crimes. Ils ont violé des femmes ouvertement, dans les ruines des foyers et dans les rues. Ils ont même violé des femmes devant leur famille. L'horrible expérience subie par les femmes à Berlin n'était en réalité qu'une autre difficulté parmi une série de misères qui leur étaient infligées. Après avoir perdu leur maison et leurs proches au combat, être devenus réfugiés, avoir souffert de blessures ou d'emprisonnement et avoir vu leurs enfants souffrir de maladies et de malnutrition, le viol faisait partie de leurs histoires de survie dans l'Allemagne dévastée par la guerre. Un observateur a noté que le viol était devenu routinier. Margaret Boveri, une journaliste allemande, a consigné ses expériences dans un journal de survie qu'elle a écrit sur la bataille de Berlin. Le 8 mai 1945, elle a écrit « J'ai fait du vélo avec une fille débraillée qui avait été prisonnière des Russes pendant 14 jours. Elle avait été violée, mais elle était bien nourrie. Les viols habituels ont eu lieu. Un voisin qui a résisté a été abattu. Madame Krauss n'a pas été violée. Elle insiste sur le fait que les Russes ne touchent pas aux femmes qui portent des lunettes. J'aimerais savoir si c'est vrai. Les troupes étaient assez ivres, mais elles ont distingué entre les jeunes et les vieilles, ce qui est déjà un progrès. Même les juifs et les antifascistes qui sont sortis de leur cachette pour accueillir les libérateurs se sont souvent sentis trahis. Inge Deutschkron, cachée avec sa mère, se souvenait de sa joie lorsqu'elle a entendu les chars russes s'approcher de Berlin. Après être sortie de son sous-sol pour les saluer, un soldat s'est approché d'elle avec un sourire et lui a attrapé les vêtements, murmurant « Komm, Frau, komm, viens, madame, viens ». Elle a couru vers sa mère qui a soupiré « Donc c'est vrai après tout » et espérait que leur carte d'identité juive les protégerait. Cependant, les soldats ne pouvaient même pas lire les cartes. Néanmoins, les soldats soviétiques ne cherchaient pas exclusivement des victimes dans les rues. Ils entraient également dans les bunkers et les sous-sols où les Allemands se cachaient des combats féroces, où ils violaient des femmes devant des enfants et des hommes. Dans certains CA, les soldats choisissaient les femmes selon leurs préférences, tandis que dans d'autres, les femmes étaient violées en groupe. Les soldats violaient sans discrimination, ciblant aussi bien les femmes âgées de 70 ans que les petites filles. Le premier maire antifasciste de Charlottenburg a noté « Au début, les Russes ont pillé à grande échelle.
Ils ont volé des individus, des entrepôts, des magasins et des foyers. D'innombrables cas de viol se produisaient quotidiennement. Une femme ne pouvait échapper au viol que si elle restait cachée. Il est difficile de comprendre l'ampleur à laquelle le viol était pratiqué. Les viols dans les bunkers ont été suivis par des pillages impitoyables et de nouveaux viols dans les appartements et les foyers de tout Berlin. Les Allemands ont déposé de nombreux rapports se plaignant auprès de leur gouvernement local. Un rapport de police envoyé à la Rathaus de Spandau et transmis au commandant soviétique de Spandau décrivait un incident survenu dans la nuit du 6 mai 1945. À 2h30 du matin, 3 soldats russes ont brisé une fenêtre du couloir. Ils ont forcé un locataire à ouvrir la porte, puis ont fouillé les appartements. Au 2e étage, ils ont trouvé 2 jeunes femmes dormant avec un bébé. Les soldats se sont assis sur le lit, ont fumé des cigarettes et ont exigé que les femmes dorment avec eux. Lorsqu'une des femmes a tenté de crier, les soldats l'ont menacée avec un pistolet. L'autre femme a appelé sa mère, mais un soldat l'a forcée à entrer dans une autre pièce et l'a retenue avec une mitrailleuse tout en fouillant les valises. Pendant ce temps, les 2 autres soldats ont violé la femme restée derrière. La violence extrême était répandue. Une pétition de Berlin-Reinickendorf du 28 juin 1945 décrivait une attaque survenue le 4 mai. 2 soldats russes ivres ont attaqué un couple marié. L'épouse, âgée de 62 ans, a été violée par les 2 soldats et son mari, âgé de 66 ans, a été abattu. Plus tard, un 3e soldat russe est arrivé et a violé à nouveau l'épouse dans un autre appartement. Elle a souligné que son mari n'appartenait à aucune organisation nazie et a demandé une audience avec le commandant. Le journaliste suisse Max Schnetzer a décrit dans ses journaux des scènes déchirantes de Dahlem, le quartier résidentiel de Berlin. Dans un CA, un père a tenté de protéger sa fille, une petite fille. Les Mongols lui ont planté une baïonnette à 3 tranchants dans le ventre. Les Russes faisaient la queue par dizaines devant des femmes seules. Dans leur empressement, ils ne remarquaient même pas que les femmes étaient en train de mourir, peut-être parce qu'elles avaient ingéré du poison ou à cause des saignements internes des organes. De nombreuses femmes mordaient et griffaient pour se défendre, mais tildes elles étaient frappées à la tête avec la crosse des armes. Les hommes se jetaient contre les soldats, mais étaient immédiatement éliminés d'un coup de feu. Femmes et filles étaient poursuivies dans les jardins et dans les rues, suivies jusqu'au toit, et celles qui étaient poursuivies se jetaient pour sauver leur vie. Les femmes étaient acculées dans des pièces. Les soldats leur ouvraient la bouche de force et les obligeaient à boire. Schnetzer, cependant, souligne que tous les soldats russes ne pouvaient pas être condamnés pour viol. Lorsqu'on lui a demandé comment se comportèrent les Russes, un collègue journaliste a décrit les combats à Wannsee. En partie comme des porcs, en partie comme des anges. Dans certains appartements, il y a eu des scènes sauvages avec des femmes et des filles. Une femme est morte à cause des abus des soldats. Dans d'autres maisons, les Russes ont agi davantage comme des amis. Ils sont comme une tempête de grêle qui ne détruit qu'une partie de la récolte. Même dans d'autres témoignages de ces jours-là, on trouve des rapports des viols les plus brutaux entrecoupés d'exemples de la gentillesse des soldats soviétiques. Dans un CA, une famille entière s'est préparée à se suicider après avoir été témoin d'un viol collectif de leurs voisins, mais ils ont été arrêtés par un officier soviétique compatissant qui leur a promis protection. Dans un autre CEAS, un groupe de soldats a été arrêté par leurs camarades, alors qu'ils attaquaient une jeune fille en présence de son père. Un maire local de Breslau a écrit « Il faut avoir vécu comment un soldat russe pouvait donner son dernier morceau de pain aux enfants allemands, ou comment un conducteur de camion russe sur la route pouvait volontairement donner un coup de main à une mère âgée avec sa voiture en panne. Il faut aussi avoir vécu comment ces mêmes personnes pouvaient tendre des embuscades, peut-être dans un cimetière, en attendant d'attaquer des femmes ou des filles non accompagnées pour les voler et les violer. Certains experts ont comparé le comportement des soldats soviétiques à celui d'enfants primitifs qui pouvaient être extrêmement gentils, surtout avec les enfants, et aussi brutalement impitoyables. Peter Block, qui a vécu les premières semaines de l'occupation à Kleinmachnow, en périphérie de Berlin, a écrit au sujet des Russes « Ils étaient imprévisibles, brutaux comme les Huns, et innocents comme des enfants. On ne savait jamais à quoi s'en tenir. Ils pouvaient tirer sur les gens calmement et violer des femmes. Ils pouvaient donner du chocolat aux enfants et se tenir devant un enclos de jeunes lapins en riant et en les admirant. »
Peut-être que la description la plus précise de ce que ressentaient et comment se comportèrent les soldats soviétiques dans cette situation est le témoignage du sergent Junior Radkina, une opératrice téléphonique. Je me souviens. Bien sûr, je me souviens d'une femme allemande qui avait été violée. Elle était allongée nue, avec une grenade entre les jambes. Maintenant, j'ai honte, mais à l'époque non. Les sentiments changent, bien sûr. Dans les premiers jours, nous avions un sentiment puis un autre. Après plusieurs mois, 5 jeunes filles allemandes sont venues dans notre bataillon, voir notre commandant. Elles pleuraient. Le gynécologue les a examinées. Elles avaient des blessures irrégulières. Leurs sous-vêtements étaient tous ensanglantés. Elles avaient été violées toute la nuit. Les soldats étaient alignés. Nous avons formé notre bataillon. Nous avons dit à ces jeunes filles allemandes, « Allez et regardez, et si vous reconnaissez quelqu'un, nous l'exécuterons sur le champ. Nous ne tiendrons pas compte de son grade. » Nous avons honte. Mais elles se sont assises et ont pleuré. Elles ne voulaient pas. Elles ne voulèrent plus de sang. C'est ce qu'elles ont dit. Ensuite, chacune a reçu une miche de pain. Bien sûr, tout cela fait partie de la guerre. Bien sûr. Croyez-vous qu'il était facile de pardonner? Voir des maisons intactes, blanches, avec des toits de tuiles, avec des roses. Moi-même, je voulais leur faire du mal. Bien sûr. Je voulais voir leurs larmes. Il était impossible de devenir soudainement bonne, juste et gentille, aussi bonne que tu l'es maintenant. Les plaindre, il me faudrait des dizaines d'années. On peut dire que ce n'était qu'une autre paradoxe de la guerre, une autre histoire tragique dans le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine. L'art de repousser, tactique de survie des femmes dans le Berlin en guerre. Après avoir survécu aux bombardements dévastateurs de la ville et aux combats féroces dans les rues, les femmes allemandes ont dû affronter une menace plus directe, être traquées et violées par des soldats désorientés. Dans cet effort, elles ont pris diverses mesures. De nombreuses femmes ont cherché à se déguiser pour paraître moins attirantes ou peu attrayantes pour les soldats. Certaines se sont enduites de terre et de cendres sur le visage, se sont coupées les cheveux courts et se sont habillées comme des hommes pour passer inaperçues, tandis que d'autres ont porté plusieurs couches de vêtements pour paraître plus volumineuses et moins féminines. Faire semblant d'avoir le typhus ou une maladie vénérienne était également un bon moyen de dissuasion. Peu importe à quel point les soldats étaient ivres et hors de contrôle, ils savaient qu'ils devaient éviter de contracter une maladie. Cependant, la tactique la plus courante utilisée par les femmes allemandes était de se cacher. Les femmes passaient la majeure partie de leur temps dans des sous-sols ou d'autres endroits cachés, surtout pendant les moments où les soldats étaient plus susceptibles de patrouiller. Certaines femmes ont cherché refuge dans des maisons où il y avait des personnes âgées ou des enfants, espérant que les soldats seraient moins enclins à envahir ces lieux. Lorsque venait le moment de sortir dans la rue pour chercher de la nourriture ou de l'eau, les femmes se déplaçaient en groupe, croyant que la sécurité en nombre dissuaderait les agresseurs. Le pot de vin et la négociation étaient également des méthodes utilisées. Les femmes ont utilisé les objets de valeur qu'elles possédaient, comme des montres, des bijoux ou de la nourriture, pour soudoyer les soldats en échange de leur sécurité. Dans certains CA, elles ont tenté de négocier directement avec les soldats, en faisant appel à leur sens de la décence ou de la compassion. Les efforts communautaires ont également joué un rôle. Certaines femmes se sont regroupées pour se protéger mutuellement, créant des barricades improvisées dans les maisons et les sous-sols. Elles ont organisé des tours de garde pour alerter le groupe du danger imminent, ce qui permettait à tout le monde de se cacher ou de se préparer à se défendre. Il y a également eu des CA où les femmes ont tenté de s'allier avec des officiers de rang supérieur qui pouvaient leur offrir une protection. Cela impliquait souvent d'engager des relations sexuelles consenties avec ces officiers comme moyen de s'assurer une sécurité face aux soldats de rang inférieur, plus enclins à commettre des viols. Cette tactique a conduit à un autre, peut-être le plus étrange, des phénomènes paradoxaux. Les victimes se transformaient en manipulatrices. Il n'était pas rare que de tels CA donnent lieu à des moments d'affection et de désir sincère entre les femmes allemandes et les officiers soviétiques. Dans le journal Une femme à Berlin, une narratrice anonyme a décrit sa décision après une série de viols brutaux en avril-mai 1945. « J'ai crié à haute voix, bon sang, et j'ai pris une décision. J'avais besoin d'un homme puissant, d'un officier qui me protégerait. Dès que j'ai pu marcher à nouveau, je suis sorti dans la rue, répétant des phrases pour aborder un officier.
Je me demandais si j'avais l'air trop misérable pour être attirante, mais je me sentais mieux maintenant que je faisais quelque chose, que je planifiais et que je désirais. Je n'étais plus simplement un butin muet. Les femmes ont également tiré parti de toute connexion ou relation existante avec les soldats soviétiques. Celles qui parlaient russe ou avaient une certaine connaissance de la culture soviétique ont tenté d'utiliser cela à leur avantage, en établissant une relation qui pourrait dissuader la violence. La souffrance silencieuse, l'héritage dévastateur des violences sexuelles en temps de guerre. Malgré les efforts pour éviter les agresseurs, de nombreuses femmes ont été victimes de viols, et la peur de la violence sexuelle est restée une composante prévalente de leur vie pendant l'occupation. Rien qu'à Berlin, certains rapports estiment qu'environ 20 000 femmes ont été violées, tandis que d'autres suggèrent des chiffres allant de 100 000 à près d'1 million, car de nombreuses femmes ont été attaquées plusieurs fois. Certaines sources affirment que jusqu'à 10 000 femmes sont mortes des suites de ces agressions. La brutalité des soldats soviétiques s'est étendue au-delà de Berlin. Partout en Allemagne, des femmes de tous âges ont été touchées. Les chiffres indiquent que le viol était répandu, sans se limiter à une région particulière. On estime qu'environ 1 900 000 femmes allemandes ont été violées par des soldats soviétiques pendant et après la guerre. Survivre à l'horreur d'être violées n'était pas la fin de la misère pour les femmes allemandes, car beaucoup d'entre elles sont tombées enceintes. En raison de l'ampleur des grossesses non désirées, le ministère de l'Intérieur a été contraint de reconnaître la situation et de suggérer la création de services spéciaux dans les grandes villes pour s'occuper de ces femmes. L'un de ces services a été mis en place dans le quartier de Neukölln, à Berlin, où les registres montrent une forte augmentation des demandes d'avortement de la part des femmes violées par des soldats soviétiques. Du 7 juin 1945 au 17 juin 1946, le Bureau de santé a approuvé 995 cas d'avortement en raison de viol. Les médecins et les infirmières ont travaillé dans des conditions difficiles pour aider ces femmes. Alors que la plupart des médecins étaient des antifascistes nouvellement nommés par les autorités d'occupation, certains des médecins pratiquant les avortements étaient d'anciens membres du parti nazi, temporairement suspendus de la pratique privée. Les avortements étaient nécessaires en raison du nombre élevé de viols. Cependant, les femmes devaient fournir des déclarations détaillées expliquant leurs circonstances. Les déclarations sous serment présentées au bureau de santé mélangèrent souvent la nécessité sociale et le discours sur l'hygiène raciale. Une femme a écrit au sujet de sa grossesse, due à un viol survenu le 27 avril 1945. Elle a demandé un avortement parce qu'elle avait déjà un enfant illégitime et vivait avec ses parents qui avaient de jeunes enfants. Une autre femme, violée sur le chemin de Potsdam, a déclaré qu'elle était célibataire, que sa mère était décédée depuis 15 ans et que son père était à moitié juif, avec qui elle n'avait plus de contact depuis 6 ans. Elle a expliqué qu'il lui était impossible de mettre un enfant au monde dans ces conditions. Une autre femme a écrit le 20 août 1945 qu'elle avait été violée par un Mongol sur le chemin du travail pendant le 2e jour de Pâques. Elle a décrit l'agression et sa grossesse résultant avec dégoût, affirmant qu'elle ne pouvait pas envisager de mener la grossesse à terme, car cela conduirait à sa propre mort et laisserait ses enfants sans mère. Les femmes avec plusieurs enfants et en situation difficile ont également demandé des avortements. Une femme avec 3 enfants âgés de 5 à 11 ans a demandé un avortement parce que son mari, un ancien soldat, n'était pas encore revenu. Elle avait été bombardée 2 fois et avait fui la Prusse occidentale en janvier. Une autre femme, violée en se rendant au travail, a écrit qu'elle avait été abusée par un soldat mongol. Malgré sa résistance, elle est tombée enceinte et a demandé de l'aide pour éviter que ses enfants ne perdent leur mère. L'héritage de la campagne de viol a également vu des femmes confrontées à des maladies vénériennes contractées auprès de leurs agresseurs. Des médecins comme Anne-Marie Durand-Weber, qui est retournée travailler dans une station de premiers secours dans le Berlin bombardé, se sont concentrés sur les tests de dépistage des maladies vénériennes chez les femmes et les filles et sur la préparation des avortements nécessaires. Durand-Weber a constaté que la situation de viol continu, de maladies vénériennes, de grossesses non désirées et d'avortements massifs s'est prolongée jusqu'à la fin de 1946. L'augmentation des avortements après la campagne de viol montre l'ampleur de la violence et son impact sur la vie des femmes. Les professionnels de la santé et les systèmes sociaux
ont dû s'adapter rapidement pour répondre aux besoins de ces femmes. Les registres de Neukölln et d'autres bureaux de santé documentent la souffrance généralisée et les efforts déployés pour apporter un certain soulagement. L'héritage de la campagne de viol soviétique a laissé une marque durable sur de nombreuses femmes, et l'augmentation des avortements met en lumière les circonstances désespérées auxquelles elles ont été confrontées. Fureur déchaînée. Comprendre les motivations derrière la violence. Les témoignages des femmes allemandes violées par des soldats soviétiques sont vraiment terrifiants et méritent la plus profonde condamnation envers ceux qui ont commis de tels crimes atroces. Cependant, ils nous laissent également avec la question de savoir pourquoi les soldats de l'Armée rouge ont agi ainsi. Qu'est-ce qui pourrait pousser un être humain à agir de cette manière contre un autre être humain plus faible? Bien que les témoins directs des viols massifs affirment sûrement que ces soldats n'étaient rien de plus que des monstres et des sauvages, la réponse à cette question est assez complexe. Commençons à y répondre en revenant un an avant que les viols ne se produisent à Berlin. C'était l'été 1944 et la scène se déroule dans le camp de concentration de Janowska en Ukraine, libéré par les troupes de l'Armée rouge. Les Allemands en fuite avaient laissé derrière eux des cadavres frais dans des tombes peu profondes de sable autour du camp. Il n'était pas difficile pour les soldats de les trouver, car les cadavres étaient à peine enterrés, simplement empilés dans des tranchées étroites et recouverts de sable lâche. Il y avait aussi l'odeur accablante qui attirait les mouches qui se nourrissaient de la chair en décomposition, une scène qui a profondément perturbé les soldats. C'était la première fois qu'ils voyaient une telle monstruosité. Les morts avaient les mains liées derrière le dos et des trous de balles dans le crâne. Les cheveux des femmes avaient été arrachés par les gardes allemands, alors qu'ils les traînaient vers les tranchées, laissant des mèches de cheveux éparpillées dans et sur les tombes. Les prisonniers de Janowska ont écrit leurs témoignages sur ce qu'ils ont survécu. Ce témoignage, retrouvé dans les archives russes, témoigne des horreurs de la guerre d'anéantissement de l'Allemagne en Union soviétique. Un rapport décrit le comportement bestial du commandant du camp, Oberführer Wilgas, qui, avec sa femme, avait l'habitude de tirer au fusil sur les prisonniers travaillant sur le terrain du camp. Très souvent, il ordonnait aux gardes de lancer les enfants du camp en l'air et de les abattre au sol pour plaire à sa fille de 9 ans qui criait « Papa, encore, encore !» Les scènes horribles de Janowska ont été bien documentées par la machine de propagande soviétique qui s'est assurée que chaque soldat soviétique voit les images des prisonniers affamés et des piles de cadavres. Les journaux, les émissions de radio et les officiers politiques soulignaient la nécessité de se venger des Allemands pour leurs actions pendant la guerre. Les slogans tels que « Tuez les Allemands » et « Vengez-vous des Hitlériens » étaient courants. Ce flot constant de messages anti-allemands a créé une mentalité de haine et de vengeance parmi les soldats soviétiques. À chaque pas vers l'Ouest, les soviétiques découvraient de plus en plus de camps similaires, de fosses communes et des dizaines de milliers de cadavres. La rage a atteint son apogée lorsqu'ils ont rencontré leurs compatriotes émaciés. Des jeunes filles de seulement 16 ans, enlevées de leur terre natale par les forces allemandes, pleuraient dans leurs bras, révélant les détails répugnants de leur jeunesse volée. Si les survivants du camp, affaiblis et malades, ne pouvaient pas demander à leur libérateur de les venger, la vue des cadavres en décomposition dans des tombes peu profondes le faisait en silence. Ensuite, l'Armée rouge est entrée en Prusse, le sol allemand, et a trouvé les villages pittoresques avec des maisons blanches et de beaux jardins. Les habitants de ces villages vivaient comme si la guerre n'existait pas. Ils n'avaient pas expérimenté même une petite partie du traumatisme que le reste du continent avait vécu. C'était un contraste marqué avec l'image des terres soviétiques où les soldats allemands n'avaient laissé que des terres brûlées. Encouragés par leur propre propagande à chercher vengeance, les soldats soviétiques étaient déterminés à faire payer les Allemands. Tous les Allemands. La politique de punition collective a donc joué un rôle clé dans les crimes commis par les soldats soviétiques. La direction soviétique croyait que la population allemande dans son ensemble était responsable de la guerre et méritait d'être punie. Les soldats étaient encouragés à voir chaque Allemand comme un ennemi et à les traiter en conséquence. En plus du désir de vengeance et de la politique de punition collective, d'autres facteurs ont également contribué à l'explosion des crimes de guerre. L'un d'eux était la rupture de la discipline au sein de l'armée soviétique. L'avancée rapide des troupes soviétiques vers l'Allemagne a créé une atmosphère chaotique
où il était difficile de maintenir une discipline militaire normale. De plus, les commandants fermaient souvent les yeux sur les atrocités commises par leurs troupes, car les objectifs militaires étaient une priorité. Ainsi, de nombreux soldats agissaient selon leurs impulsions sans craindre d'être punis. Dans de telles conditions, l'alcool a joué un rôle important dans le comportement des soldats soviétiques. L'ivresse était répandue parmi les troupes, ce qui a conduit à une augmentation de l'agression et de la violence. L'alcool diminuait les inhibitions et rendait les soldats plus enclins à participer à des actes brutaux. Les soldats ivres perdaient souvent le contrôle, pillant, violent et tuant sans aucun respect pour la vie des autres et encore moins pour les conséquences. L'impact psychologique de la guerre sur les soldats soviétiques ne peut pas être sous-estimé. Le traumatisme de plusieurs années de combats brutaux, la perte de camarades et la menace constante de mort ont profondément affecté la santé mentale des soldats. De nombreux soldats se sont insensibilisés à la violence et à la mort. Ce traumatisme psychologique a facilité la commission d'atrocités contre la population allemande. La guerre avait transformé de nombreux soldats en individus endurcis et brutaux, capables d'une violence extrême. Il faut se rappeler que la Seconde Guerre mondiale, en particulier en Europe de l'Est, était une guerre d'anéantissement total, caractérisée par la rupture complète des normes sociales et l'absence de loi de la guerre dans les territoires occupés. La logique de cette guerre était qu'elle devait être menée sans restriction. Dans un tel environnement, le pire de la nature humaine a émergé chez les soldats, et ils ont été autorisés à agir selon leurs impulsions les plus primaires. Nous pouvons donc conclure que le comportement des soldats soviétiques en Allemagne a été influencé par une combinaison de facteurs, y compris la propagande, les expériences personnelles, l'absence de discipline et l'environnement chaotique de la guerre. Ces facteurs se sont combinés pour créer une situation dans laquelle des atrocités généralisées ont été commises contre la population allemande. Le désir de vengeance, le gain matériel et la rupture des normes sociales ont joué un rôle dans la conduite bestiale des troupes soviétiques. Justice refusée, les complexités de la lutte contre les crimes de guerre. La position de Staline sur les accusations de viols massifs commis par les soldats de l'Armée rouge en Allemagne était celle du déni et du détournement. Pendant et après la guerre, Staline et la direction soviétique ont été réticents à reconnaître ou à aborder la violence sexuelle généralisée perpétrée par les troupes soviétiques. Ils ont promu l'Armée rouge comme des libérateurs qui ont apporté liberté et justice au peuple d'Europe, y compris l'Allemagne. Reconnaître les viols généralisés aurait contredit cette narrative de propagande. Lorsque des rapports de viols massifs ont émergé, ils ont souvent été minimisés ou rejetés comme de la propagande ennemie, destinée à saper l'image de l'Armée rouge. La propagande soviétique dépeignait l'Armée rouge comme disciplinée et moralement supérieure aux forces fascistes qu'elle avait vaincues. Une autre tactique consistait à justifier ou excuser les actions des soldats soviétiques. Une narrative a été construite autour de l'idée que, après les horreurs et les brutalités de la guerre, y compris les atrocités commises par les nazis sur le sol soviétique, les actions des soldats étaient une forme de représailles ou un comportement compréhensible dans la période chaotique qui a suivi le conflit. Cependant, sur le terrain, les autorités soviétiques ont fait des efforts pour aborder et confronter les crimes de viol commis par leurs soldats. Si un soldat était soupçonné de viol, ses actions étaient investiguées. Une méthode utilisée consistait à identifier les soldats accusés. Les victimes, généralement des femmes, étaient encouragées à désigner leurs agresseurs. Bien que ce processus fût difficile pour les victimes, car elles devaient revivre l'expérience traumatique, certaines d'entre elles ont trouvé le courage d'identifier leurs agresseurs. Les archives soviétiques racontent l'histoire d'un groupe de soldats accusés d'avoir violé une jeune fille allemande. La fille avait été brutalement agressée et les soldats ont été identifiés comme coupables. Les soldats accusés ont été amenés devant leurs supérieurs qui voulaient s'assurer que justice soit faite. Ils ont demandé à la jeune fille d'identifier ses agresseurs. Bien que la fille fût effrayée et traumatisée, elle a réussi à désigner les soldats qui l'avaient blessée. Les soldats identifiés ont ensuite été jugés par leurs supérieurs. La punition pour de tels crimes était sévère, et dans de nombreux CA, elle incluait l'exécution. Une punition aussi dure était principalement destinée à servir de dissuasion pour les autres. L'objectif était de montrer que de tels actes ne seraient pas tolérés, même en temps de guerre. Une autre méthode pour aborder les viols était la confrontation directe avec les soldats eux-mêmes.
Certains soldats se sont chargés de punir les auteurs. Ils croyaient que l'intégrité de leur unité était en jeu. Ils ne voulaient pas que les actions de quelques-uns ternissent la réputation de la majorité. Les actes de viol ont également eu un impact plus large sur le moral des soldats. Beaucoup se sentaient honteux des actions de leurs camarades. Ces soldats ont confronté les violeurs et leur ont infligé des punitions sur le champ, ce qui impliquait souvent une violence physique, car ils cherchaient à donner une leçon aux contrevenants. En outre, il n'était pas rare que les victimes de viol cherchent justice par elles-mêmes. Déterminées à faire payer leurs agresseurs pour leurs crimes, de nombreuses femmes ont montré un courage remarquable face à l'adversité. Malgré tous ces efforts, aborder et confronter les viols pendant la guerre n'a pas toujours été couronné de succès. Le chaos et la confusion du champ de bataille ont rendu difficile l'application constante de la justice. De nombreuses victimes ne se sont pas manifestées par peur ou par honte. Elles craignaient d'être jugées ou de ne pas être crues. Cette peur les empêchait souvent de chercher justice. Il y avait aussi la nature patriarcale de l'environnement militaire. Certains supérieurs étaient réticents à croire les victimes ou à prendre leurs accusations au sérieux. Cette réticence entravait les efforts pour aborder et confronter efficacement les actes de viol. Il y a également eu des cas où les soldats qui tentaient de confronter les violeurs ont fait face à des représailles. Ils ont été accusés de provoquer des divisions au sein des rangs. Cette accusation rendait difficile la poursuite de la justice. Malgré ces obstacles, certains soldats ont persévéré dans leurs efforts. Ils étaient motivés par un sens du devoir et de l'honneur, déterminés à maintenir les valeurs en lesquelles ils croyaient. Ces tentatives pour aborder et confronter les actes de viol pendant la guerre mettent en lumière les complexités de la justice en temps de conflit. Elles montrent la lutte entre le maintien de l'ordre et la confrontation aux dures réalités de la guerre. Heureusement pour les femmes allemandes, la situation a changé radicalement une fois la guerre terminée et un certain ordre rétabli dans la zone d'occupation soviétique. Face à l'augmentation du nombre de rapports de viol qui menaçaient de nuire gravement à la réputation de l'armée rouge qui se proclamait libératrice, les autorités soviétiques ont commencé à aborder les crimes de viol avec plus de sérieux. Le Présidium du Soviet suprême a augmenté la peine pour viol en le rendant punissable de 10 à 15 ans dans un camp de travail. Cette directive visait à aborder la violence généralisée et à améliorer les relations soviéto-allemandes. Il a été ordonné aux officiers de haut rang d'imposer la discipline parmi leurs troupes, en soulignant la nécessité de respecter la population allemande. La direction militaire soviétique a tenté d'inculquer un sens des responsabilités et de la discipline parmi ses soldats. Les commandants d'unités ont pris des mesures décisives contre les soldats surpris en train de commettre des viols. Dans certains cas, les violeurs ont été exécutés devant leurs unités pour servir d'avertissement aux autres. Par exemple, on savait que le commandant de Magdebourg exécutait les soldats surpris en train de violer. Ce châtiment sévère visait à envoyer un message clair que ce comportement ne serait pas toléré. En même temps, les efforts de propagande visaient à encourager les soldats à se comporter avec honneur et à maintenir la réputation de l'armée rouge. Il a été rappelé aux officiers leur devoir de défendre les principes du socialisme soviétique et de protéger les civils dans les territoires occupés. Les autorités soviétiques ont également mis en œuvre des mesures pour isoler leurs troupes de la population allemande afin de prévenir les incidents de viol. Des ordres ont été donnés pour déplacer les soldats soviétiques hors des maisons allemandes et les loger dans des casernes ou des camps militaires. Dans certaines régions, des villages entiers ont été évacués pour créer des zones séparées pour les troupes soviétiques et la population locale. Cette séparation visait à réduire les opportunités pour les soldats de commettre des crimes contre les civils. Des efforts ont été faits pour contrôler les mouvements des troupes soviétiques et restreindre leurs interactions avec les civils allemands. Les soldats devaient obtenir une autorisation écrite de leur commandant pour visiter les maisons allemandes. Les visites non autorisées étaient punies de peines sévères. Cette mesure visait à limiter les interactions non surveillées entre les soldats soviétiques et les femmes allemandes, réduisant ainsi le risque de viol. Malgré ces efforts, l'application de la discipline a été incohérente. Certains commandants ont été plus efficaces que d'autres pour maintenir le contrôle sur leurs troupes. Dans certains cas, les commandants ont fermé les yeux sur les actions de leurs soldats ou n'ont pas pu appliquer les mesures strictes en raison de la nature chaotique de l'environnement d'après-guerre.
L'administration militaire soviétique a également fait un effort pour aborder le problème de la consommation d'alcool parmi les troupes, car l'ivresse était un facteur important contribuant au comportement violent des soldats. Des efforts ont été faits pour freiner la consommation d'alcool et les problèmes associés. Cependant, la disponibilité de l'alcool et le manque de contrôle strict ont continué à exacerber la situation. Le côté sombre de la libération, le viol comme arme de guerre. En parlant des viols massifs commis par les troupes soviétiques, il faut également prendre en compte que les femmes allemandes n'ont pas été leurs seules victimes et que le crime de viol n'était pas exclusif aux soldats de l'Armée rouge. Les femmes en Hongrie, en Roumanie et dans d'autres pays qui se sont alliés avec l'Allemagne nazie ont également subi le même sort brutal une fois que l'Armée rouge a foulé leur sol. Selon les régions, l'ampleur des viols était comparable à celle de l'Allemagne. Cependant, un fait curieux est que les soldats soviétiques n'étaient pas immunisés contre les viols, même dans les pays alliés. À la fin de 1944 et au début de 1945, l'Armée rouge se déplaçait dans le nord de la Yougoslavie pendant les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Bien que la Yougoslavie fût une nation amie, ce fait n'a pas empêché les soldats soviétiques de commettre des viols et d'autres actes de violence contre la population locale. Bien que le nombre de femmes violées par l'Armée rouge en Yougoslavie ait été bien inférieur par rapport aux centaines de milliers de femmes violées en Allemagne et dans d'autres pays ennemis, la conduite de l'Armée rouge en Yougoslavie a néanmoins été violente. Comme nous l'avons appris, la propagande soviétique a joué un rôle important dans la formation du comportement des soldats. Dans le cas de la Yougoslavie, la propagande soulignait la lutte commune contre les Allemands et l'héroïsme des partisans yougoslaves. On disait aux soldats de respecter les traditions, les lois et les familles yougoslaves. Cependant, malgré ces messages, de nombreux soldats soviétiques ont tout de même commis des viols et d'autres crimes. Tito, le chef communiste de la Yougoslavie, s'est fréquemment plaint aux commandants soviétiques de la mauvaise conduite de l'Armée rouge. Ces plaintes ont conduit à des mesures disciplinaires plus strictes contre les soldats délinquants. Par exemple, les soldats qui commettaient des viols pouvaient être condamnés à de longues périodes dans des camps de travail ou même être exécutés. Cependant, tous les soldats qui ont commis des crimes n'ont pas été capturés ou punis. Dans certains cas, les officiers soviétiques ont pris des mesures fermes contre leurs subordonnés qui avaient commis des crimes. Par exemple, un officier qui violait une femme pouvait être exécuté et cette punition était rendue publique pour avertir les autres soldats. Malgré ces efforts, la présence de l'Armée rouge en Yougoslavie a tout de même causé une souffrance importante pour de nombreuses femmes et leurs familles. Un tel comportement de l'Armée rouge en Yougoslavie et dans d'autres pays ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à la complexité de leur comportement pendant la guerre. À l'appui de l'affirmation selon laquelle la question des crimes de viol en temps de guerre est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, on constate que les Soviétiques n'étaient pas les seuls parmi les soldats alliés à être enclins à violer. Les soldats américains, britanniques et français ont également laissé leur empreinte sur leur chemin de guerre à travers l'Allemagne. En ce qui concerne les soldats américains, les viols ont commencé juste après le débarquement en Normandie. Les femmes françaises ont été particulièrement ciblées car les hommes américains les voyaient comme des proies faciles. Les soldats américains croyaient aux mythes créés par la propagande selon lesquels les femmes françaises étaient sexuellement disponibles. Le commandement de l'armée américaine a peu fait pour discipliner ses troupes. Ils justifièrent le comportement des soldats en blâmant les problèmes sociaux français. Lorsque le nombre de plaintes pour viol a augmenté, la direction de l'armée a principalement blâmé les soldats afro-américains, qui ont été sévèrement poursuivis et punis. Cependant, ce n'était pas la fin du comportement sauvage des soldats américains. En fait, il s'est poursuivi à une échelle encore plus grande en Allemagne. Les viols ont souvent eu lieu pendant l'avancée rapide des troupes. Rien qu'en avril 1945, 37 soldats ont été condamnés pour viol. Les viols étaient souvent brutaux, les femmes allemandes étant battues jusqu'à l'inconscience et soumises à des pénétrations orales ou anales. Selon les statistiques militaires, environ la moitié des violeurs dans les premiers mois après la guerre ont été accusés et jugés pour des agressions impliquant des adolescentes. La plus jeune victime signalée avait 7 ans et la plus âgée, 69. Selon une étude qui a abordé le sujet, les soldats américains ont violé environ 14 000 femmes dans toute l'Europe occidentale, la plupart d'entre elles en Allemagne.
Cependant, les archives des National Archives des États-Unis révèlent que tous les crimes, y compris les viols commis par des soldats américains, étaient plus fréquents que CE qui a été officiellement rapporté. Les soldats britanniques ont également commis des viols, bien que moins fréquemment que les soldats américains. De nombreux soldats britanniques ressentaient un sentiment de pouvoir sur la population allemande vaincue et utilisaient le viol comme un moyen de démontrer ce pouvoir. Les soldats britanniques justifièrent souvent leurs actions en affirmant que les femmes allemandes étaient des participantes volontaires, bien que beaucoup de victimes montraient des signes de résistance. Les soldats français, y compris ceux des unités coloniales, ont également été impliqués dans de nombreux CA de viol. Les rapports indiquent que dans certaines régions sous contrôle français, l'incidence de la violence sexuelle était alarmante. À Stuttgart, par exemple, des centaines de cas de viol ont été signalés peu après l'occupation de la ville par les troupes françaises en avril 1945. Les soldats français étaient logés dans des foyers civils, ceux qui les mettaient en contact étroit avec la population allemande. Cette proximité a conduit à de nombreux CA d'agressions sexuelles. Les soldats français voyaient souvent les femmes allemandes comme des trophées de guerre et se sentaient en droit de disposer de leur corps. Les autorités militaires françaises ont peu fait pour discipliner leurs troupes ou protéger les femmes allemandes. Comme leurs alliés américains, les Français ont également attribué les crimes de viol aux troupes coloniales d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Cet aspect a parfois été exploité par la propagande nazie et plus tard par certains éléments en Allemagne pour attiser les sentiments racistes et détourner l'attention du problème plus large de la discipline et de la responsabilité militaire. Ces viols commis par des soldats américains, britanniques et français montrent que les crimes de viol commis par les soldats faisaient partie d'un schéma plus large de conquête sexuelle pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les soldats voyaient souvent les femmes comme des butins de guerre et se sentaient en droit de disposer de leur corps. Les autorités militaires ignoraient fréquemment ou minimisaient les viols, en blâmant les victimes ou en utilisant des préjugés raciaux pour justifier leurs actions. Les femmes allemandes, qui souffraient déjà de la dévastation de la guerre, ont dû accepter les viols comme une coutume de la guerre, ce qui leur a ajouté un traumatisme supplémentaire. Cicatrice de l'âme, le traumatisme durable de la guerre chez les femmes. Tout comme les soviétiques étaient poussés par la colère et le désir de vengeance contre les Allemands, la propagande allemande avait endoctriné la population avec des stéréotypes qui dépeignaient le peuple soviétique comme des sauvages de l'Est. Lorsque l'armée soviétique est entrée en Allemagne, de nombreux Allemands étaient absolument terrifiés. La propagande nazie leur avait averti que les soldats soviétiques apporteraient destruction, mort et horreur inimaginables. Au fur et à mesure que les soviétiques prenaient le contrôle, de nombreux Allemands accrochaient des drapeaux blancs à leur maison, signalant leur reddition. Les soldats soviétiques n'ont pas rencontré beaucoup de résistance. La plupart des hommes capables de se battre n'étaient plus là, qu'ils soient trop jeunes ou trop vieux, laissant seulement des femmes, des enfants et des personnes âgées. La peur de la violence, en particulier du viol, s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette peur était si forte que de nombreuses femmes allemandes évitaient les hôpitaux après avoir été violées. Les soviétiques ont tenté de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en établissant des centres médicaux, mais peu de femmes s'y sont rendues. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ces centres étaient des pièges pour identifier les femmes en bonne santé et les envoyer aux travaux forcés en Sibérie. Certaines femmes croyaient même que le traitement qu'elles pourraient recevoir dans ces centres pourrait être pire que les maladies elles-mêmes. Malgré la peur et la vague continue de viols, il y a eu peu de résistance organisée. La guerre avait épuisé les Allemands, et avec la disparition du régime nazi, il ne leur restait plus rien pour lequel se battre. Les forces soviétiques, en particulier le NKVD, ont également été très efficaces pour réprimer toute résistance. Ils ont procédé à des arrestations massives, souvent dirigées contre des personnes simplement soupçonnées d'être hostiles aux soviétiques. De nombreux Allemands croyaient qu'une nouvelle guerre entre les soviétiques et les puissances occidentales était imminente et que cela les libérerait du contrôle soviétique. Cette croyance, connue sous le nom de « mythe de la guerre », leur donnait un peu d'espoir, mais les rendait également plus passifs, attendant une aide qui n'est jamais venue. La peur du viol et de la violence a obligé les femmes à changer leur comportement et leur routine. Les femmes évitaient de sortir seules, surtout la nuit,
et prenaient des mesures pour se protéger elles-mêmes et leurs familles. Certaines ont même eu recours à des mesures drastiques, comme fuir leur foyer ou se suicider, pour échapper à la menace de viol. La peur généralisée a créé une atmosphère d'insécurité et de terreur qui a affecté la vie quotidienne dans les communautés allemandes. Cependant, le pire est que les crimes de viol ont eu un impact social et psychologique profond et durable sur les femmes allemandes et sur la société. De nombreuses femmes ont souffert d'un traumatisme profond en raison de la violence qui leur a été infligée. Les cicatrices psychologiques laissées par ces crimes ont été sévères, causant des dommages émotionnels durables. Les victimes ont ressenti des sentiments de honte, de culpabilité et de peur. Ces émotions ont été exacerbées par le fait que de nombreuses femmes sentaient qu'elles ne pouvaient pas parler de leurs expériences en raison du stigmate associé au fait d'être victimes de violences sexuelles. Le stigmate associé aux victimes de viol les a encore plus isolées de la société. De nombreuses femmes ont été évitées par leur communauté et même par leur propre famille. Ce rejet social s'est ajouté à leur traumatisme psychologique, laissant les victimes se sentir seules et sans soutien. La peur d'être marginalisées a empêché de nombreuses femmes de chercher de l'aide ou de parler de leurs expériences. Même les enfants nés de viol étaient souvent stigmatisés, étiquetés comme illégitimes et parfois abandonnés ou placés sous la garde de l'État. Les mères de ces enfants ont fait face à des pressions sociales extrêmes et les enfants eux-mêmes ont grandi avec le fardeau de leurs origines. Le traumatisme a affecté non seulement les femmes, mais aussi leurs familles. Les maris, pères et frères se sentaient souvent impuissants à protéger leurs proches, ce qui engendrait des sentiments de désespoir et de colère. La rupture des rôles familiaux traditionnels sur lesquels la société nazie était construite, où l'on attendait des hommes qu'ils protègent les femmes, a créé un sentiment d'échec parmi les membres masculins de la famille. Cela a encore tendu les relations familiales, ce qui a conduit à des conséquences sociales à long terme. Les crimes de viol ont également contribué à la désintégration de la confiance au sein des communautés. Les gens sont devenus méfiants envers les étrangers et même envers leurs voisins. La peur d'être attaqué par des soldats soviétiques a conduit à un sentiment d'isolement entre individus et familles. Cela a érodé le sens de la communauté et du soutien mutuel qui avait été crucial pour la survie pendant la guerre. Les crimes ont également eu un impact significatif sur l'identité nationale allemande. La violence infligée par les soldats soviétiques a été perçue comme une forme de punition collective pour les actions du régime nazi. Cela a créé un sentiment de victimisation parmi la population allemande qui sentait qu'elle était punie pour les crimes de quelques-uns. Cette victimisation a contribué à une identité nationale complexe et conflictuelle, où les sentiments de culpabilité et de honte pour les actions du régime nazi coexistaient avec des sentiments de colère et de ressentiment envers les occupants soviétiques. Ce sentiment a influencé les attitudes allemandes envers l'Union soviétique pendant des décennies. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, la plupart des victimes des viols généralisés du printemps 1945 ont quitté ce monde. Le monde se souvient encore de cette période, comme le moment glorieux de la chute de Berlin qui a marqué la fin du régime nazi. Les témoignages de ces femmes, qui ont supporté le poids d'une violence indescriptible, restent un chapitre moins connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est un rappel fort pour le monde du coût humain profond de la guerre et de la douleur durable de ceux qui subissent ces horreurs.